Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de les AX Sud France. Alors déjà, je vous remercie d'être si nombreux. Je vois qu'on est plus de 60 maintenant. C'est beaucoup, donc merci d'être connectés. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un webinaire de les AX Sud France. Je vais vous faire rapidement une présentation de les AX pour ceux qui nous rejoignent, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent ne pas connaître l'incubateur. Alors les AX Sud France, c'est un programme de soutien à la création d'entreprises du domaine spatial, donc qui ont un lien, qui utilisent une technologie ou un service du spatial. C'est un incubateur qui a été créé sur une initiative de l'Agence spatiale européenne il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc l'ESA a créé son réseau d'incubateurs il y a une quinzaine d'années. Et il y a 6 ans, Aerospace Valley, donc qui est un pôle de compétitivité, le pôle SAFE également et le CNES, donc l'Agence spatiale française, ainsi qu'un certain nombre d'incubateurs sur les territoires du sud de la France, ont choisi de créer cet incubateur français de l'ESA, donc les ESABIC Sud-France. Et maintenant, il y a aussi un ESABIC Nord-France, donc on couvre à peu près tout le territoire. Donc moi, je m'appelle Maxime Elaïc, je fais partie d'Aerospace Valley, donc c'est moi qui pilote le dispositif. Et depuis 2 ans, on a accompagné plus de 80 entreprises maintenant sur des durées d'incubation de 1 à 2 ans. Et on les accompagne surtout sur la thématique spatiale plutôt orientée business, avec le CNES qui fait le lien sur la partie technique. Et du coup, il y a 6 mois, on a commencé à créer des webinaires, créer du contenu pour nos incubés. Et aujourd'hui, on a décidé de les ouvrir au public. C'est pour ça que vous les avez passés sûrement sur les réseaux sociaux. On en a déjà fait 6 en 6 mois. Et je suis heureux de vous présenter du coup le 7e webinaire de les habitudes France qui s'intitule Mieux comprendre les appels à projets de l'ESA. Et c'est nos partenaires d'Inextenso Innovation Croissance, donc qui travaillent aussi avec nous dans le cadre de l'ESABIC, Laurent Pérez, Benoît Rivollet et Nicolas Loué, qui vont vous faire une introduction sur comment candidater au call de l'ESA. Donc je vais tout de suite leur laisser la parole. Messieurs, c'est à vous. Très bien, merci Maxime. Donc Benoît Rivollet. Peut-être une petite brève introduction sur Inextenso Innovation Croissance avant de démarrer dans le vif du sujet. Inextenso Innovation Croissance, c'est la filiale du groupe d'expertise comptable Inextenso qui est présent dans toutes les régions de France avec des cabinets, accompagne beaucoup de startups, PME. Et nous nous occupons de la partie conseil de ce cabinet avec une forte identité autour de l'innovation et du développement durable. Et ça nous a amené à conclure des contrats, en particulier avec l'Agence spatiale européenne, pour accompagner l'ESA dans son programme de transfert de technologie, d'où le lien avec l'incubateur ESABIC. Un petit peu plus largement, nous avons d'autres métiers, au-delà de cette activité de transfert de technologie, des métiers autour du crédit d'impôt recherche, autour du financement avec les projets européens, mais aussi les levées de fonds privés, et des questions aussi autour de la stratégie et du marketing de l'innovation. Donc on a une offre de services assez large autour de l'innovation. Et à travers finalement les projets qui sont issus de la science, comme peut le développer le secteur spatial, on arrive à accompagner nos clients pour transformer leurs activités en de réel business à fort potentiel. Donc si je rentre un petit peu plus dans le détail par rapport à l'Agence spatiale européenne, sachant que notre mission à nous, elle est, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, autour du transfert de technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est mandaté par l'Agence spatiale pour la France pour valoriser des technologies spatiales dans d'autres secteurs industriels, et des sociétés qui utiliseraient des technologies spatiales pourraient candidater à l'ESABIC, d'où le lien et notre lien fort avec l'ESABIC. Autre mandat que l'on a pour l'ESA, c'est la représentation en France de ce qu'on appelle le SME Office, donc le bureau qui soutient les PME qui souhaitent travailler avec l'ESA ou qui travaillent avec l'ESA. Donc ça, c'est un point qui justifie complètement notre intervention d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ESA s'appuie sur des cabinets dans chacun des pays pour diffuser des informations importantes sur les modes de collaboration qui sont assez spécifiques, sur les différents appels d'offres qu'il peut y avoir à l'ESA. Donc on va revenir dans ce détail-là, mais peut-être juste en introduction, quelques éléments sur ce qu'est l'Agence spatiale européenne.
Nicolas, si tu peux, voilà. Donc l'Agence spatiale européenne, c'est un outil qui a été mis en place par une vingtaine d'États, 22 États membres, principalement européens. Donc vous voyez qu'on ne couvre pas tous les pays européens, mais en même temps, l'Europe est un des États membres en tant que tel. Donc ce sont des contributeurs qui versent des cotisations, des, oui, des cotisations, si on peut dire, à l'Agence spatiale européenne pour mener des projets en lien avec le spatial. Donc l'Agence spatiale a vraiment ce rôle d'agence qui va mutualiser des moyens mis en commun par des États sur des programmes bien spécifiques. Donc à ce titre-là, l'agence passe des contrats avec des sociétés qui sont capables de répondre à ces objectifs fixés par les différents États, qui peut concerner des projets lunaires ou des projets d'observation de l'espace. Donc les secteurs sont assez larges. Un point important à noter, c'est quand même le budget. Donc le budget consolidé, c'est 5,7 milliards d'euros en 2019. Et tous ces sujets, enfin les sujets sont assez variés, comme vous pouvez le voir sur le camembert, en passant des outils télécoms, les vols habités, mais aussi l'observation de la Terre ou les systèmes de navigation et de géopositionnement. Donc il y a différents niveaux de maturité dans les programmes, des programmes très appliqués où on va vraiment avoir un objet concret utilisable tel que la donnée de géopositionnement, et puis des projets beaucoup plus amont scientifiques où on va traiter de la donnée d'observation, voire faire progresser en maturité des technologies. Donc ça, c'est aussi un sujet important. Et dans ces différents sujets, l'ESA, pour faire avancer ces projets, va mobiliser des partenaires, des prestataires, que ce soit des entreprises privées ou des laboratoires publics. Peut-être Nicolas sur le suivant. Donc l'ESA a des budgets qui sont qualifiés de mandatory, donc un budget où dès que l'on est membre de l'ESA, en fait, une partie de la cotisation rentre dans ce budget et en fait l'ESA est vraiment le pilote de ces budgets. Donc sur ces budgets-là, les États ont peu de pouvoir et ça permet surtout de travailler sur des phases un peu plus amont, de l'avancée de technologie, comme je disais tout à l'heure, des sujets où il y a besoin d'investir dans des outils techniques plus fondamentaux et où les retours pour les différents États sont moins évidents, tels que les sciences amont. Et à côté de ça, il y a des budgets optionnels où, comme je vous disais tout à l'heure, tous les États ne cotisent pas à ces budgets optionnels. Ce sont des choix qui sont faits par les États pour lancer telle ou telle activité parce que ça correspond à la spécialité du pays, parce que ça correspond à un intérêt pour le pays que d'avancer sur ces sujets-là. Et ils sont listés dans la partie optionnelle, hein, la partie télécom, la partie observation de la Terre, les lanceurs. Donc, ce sont tous des sujets pour lesquels les États choisissent les montants qu'ils vont investir dans le projet. Très souvent, malgré tout, ces projets sont construits par l'ESA avec des objectifs de budget. Et après, c'est des phases de négociation qui définissent la répartition entre les États. Donc, il y a des négociations annuelles sur les contributions de tous les États membres. Nicolas, je ne sais pas si d'autres points. Peut-être juste un dernier point avant de passer la parole sur les appels à projets de l'ESA. Le point important et aussi un élément qui est structurant, c'est qu'il y a un besoin de juste retour géographique des montants investis par chacun des pays. Donc c'est un élément qui est surveillé par l'ESA et qui est demandé par les différents États membres comme élément de surveillance et de contrôle pour s'assurer que certains États ne contribuent pas beaucoup pour peu de retours et l'inverse s'applique aussi. Donc le juste retour fait partie des éléments importants pour aussi, dans certains cas, se dire ben, on va plutôt choisir telle offre de tel pays plutôt qu'une autre. Voilà un petit peu pour l'introduction sur l'ESA. Je vous laisse poursuivre sur la partie des appels à projets de l'ESA. Oui,
Du coup, Laurent Pérez, consultant sur Toulouse pour une Extenso Innovation Croissance. Là, l'objet de cette partie-là de la présentation, c'est essayer de vous montrer comment utiliser les outils mis à disposition par l'ESA pour identifier les appels à projets, les tenders dans le jargon de l'ESA, et un petit peu survoler le processus de candidature. Donc en fait, il y a principalement trois dispositifs qui se succèdent pour être en capacité de candidater, les A-Star Registration, les MITS, et après les A-Star Tendering. Et en fait, il y a vraiment un ordre dans l'utilisation de ces outils. Le premier qui est assez important, c'est les A-Star Registration, parce que vous êtes dans l'obligation de vous inscrire pour pouvoir accéder à l'ensemble des documents qui sont disponibles et qui sont mis à disposition par l'ESA dans les MITS. Donc, ESA Star, c'est Star pour System for Tendering and Registration, et ça permet d'enregistrer une organisation et de le rattacher à une personne qui va être référente dans le cadre des appels à projets de l'ESA. Et du coup, vous aurez des informations à mettre à jour annuellement sur votre établissement. On y reviendra juste après. L'autre outil qui est l'outil central de la présentation et qui est un outil très important pour répondre aux tenders de l'ESA, c'est EMIX, dans lequel vous avez l'ensemble des activités, des manifestations d'intérêt en cours de préparation ouverte et l'ensemble des documents rattachés à ces appels à projets. Donc c'est un site web qui a l'air comme ça un petit peu austère et qui est finalement très complet et qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de l'ensemble des appels à projets. Et surtout, il y a quelques outils utiles pour s'y retrouver parmi les nombreux appels à projets disponibles. Et après, il y a l'outil qui permet de soumettre une proposition. Et derrière, lorsqu'une proposition est sélectionnée, mais on ne le présentera peut-être pas aujourd'hui, il y a un outil pour contractualiser avec l'ESA. Mais ça, c'est une fois contractualiser et gérer la facturation, les livrables, etc. Une fois que le projet est sélectionné et que vous êtes en ordre de marche pour travailler dans ce cadre-là. Je peux passer à la suivante. Du coup, on va parler un petit peu juste de l'ESA Registration. Donc, comme je disais, c'est un prérequis pour consulter l'ensemble des documents de l'EMIT. Il y a deux process. Il y a le process allégé et le process complet. Le process allégé vous permet déjà de consulter l'ensemble des documents. Et par contre, le process complet devra être réalisé si jamais vous êtes sélectionné par l'ESA pour lancer une opération. Donc, en fait, il y a seulement les établissements enregistrés et validés, c'est une notion importante, mais il faut vraiment prendre conscience que l'ESA vérifie la complétude des informations que vous allez rentrer. Donc, il n'y a que ces établissements-là qui peuvent avoir accès à l'ensemble des documents des ITT, qui peuvent exprimer leur intérêt et leur invitation à candidater, et qui peuvent soumettre des demandes de précision auprès de l'ESA, dans en fonction de l'état de l'appel à projet. Si vous avez un contact technique, j'y reviendrai tout à l'heure pour savoir où est-ce qu'on le trouve, afin de demander des informations complémentaires. Donc dans cette plateforme en ligne, vous allez devoir rentrer tout un tas d'informations sur votre projet, et que vous ayez envie sur votre établissement, que vous souhaitiez candidater en tant que prime ou en tant que sous-contractant, vous devez avoir votre établissement enregistré via les A-Star, donc vous pouvez déjà commencer à procéder à cet enregistrement. Donc, dans ce cadre-là, il y a un questionnaire en ligne et l'ESA vous demandera de compléter un certain nombre d'informations relatives à votre société, la date de création, numéro de TVA, est-ce que vous êtes une PME, vos informations financières, votre bilan financier. Concernant le statut de la PME, c'est entendu par l'ESA au sens communautaire du terme, donc moins de 250 salariés et un CA de moins de 50 millions d'euros. Et du coup, c'est un processus qu'il faut anticiper parce qu'il demande là aussi validation et vous permet d'accéder à certains appels à projets spécifiques et dédiés aux PME. Et en cas de sélection de votre projet, ça vous permet aussi de bénéficier d'un montage un peu spécifique de l'ESA qui prévoit un préversement de hauteur de 35% lorsque votre projet est sélectionné. Donc, une fois que vous avez fait ce process et
éventuellement que vous avez mis à jour les informations relatives à votre entreprise, qui vous sera demandé tous les 12 mois, vous pouvez aller sur le site de l'EMIT, vous connecter avec les mêmes identifiants. Je peux passer à la slide suivante, Nico. Et du coup, sur le site de l'EMIT, vous avez différentes sections. Il y a Open Invitation to Tender, Intended Equity, une section reliée à la recherche, l'ensemble des documents de référence. Vous avez aussi une section dédiée à toutes les actualités et toutes les mises à jour qui ont eu lieu dans EMIT dernièrement. On va revenir sur les principales sections dans la slide d'après. Du coup, sur la partie, tu peux passer à la slide suivante, sur la partie Intended Invitations to Tender. Dans cette section-là, vous voyez l'ensemble des appels qui sont en cours de préparation, pas forcément ouverts. Et du coup, vous avez déjà la possibilité de trouver des informations sur ce qui est en cours de préparation avec les objectifs, les critères de prix qui sont attendus, les pays participants, parce que comme le disait Benoît tout à l'heure, si on se retrouve dans un appel à projet qui fait partie du pipeline optionnel, tous les États vont pas pouvoir candidater. C'est là où vous trouverez le contact technique que vous pouvez contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'appel. Il y a aussi la possibilité d'ores et déjà d'exprimer votre intérêt par rapport au projet, d'y ajouter éventuellement, si c'est pertinent pour vous, une spécialisation technique qui vous intéresse en particulier. Vous verrez que dans les appels à projets de l'ESA, il peut y avoir par moment des spécificités techniques avec une spécialisation éventuellement demandée, donc on peut déjà flécher ça. Et c'est à ce niveau-là, d'ores et déjà, que vous pouvez aussi exprimer le fait que vous voulez construire un consortium ou que vous vous positionnez déjà en leader ou que vous cherchez des partenaires pour constituer le projet et que vous pensez pouvoir être pertinent sur la coordination ou sur un sous-lot du projet. Ça a un intérêt, on en reparlera tout à l'heure, mais ça permet aussi d'avoir des informations en continu sur le tender, l'ITT que vous avez identifié. Parce qu'une fois que vous avez exprimé votre intérêt, vous allez recevoir des notifications à chaque mise à jour de l'appel en question. Une fois que l'appel est ouvert, on passe à la slide suivante et il faut aller voir la section Open Invitation to Tender. Et donc, sur cette section-là, dès que l'appel est ouvert, vous avez tous les documents qui deviennent disponibles avec la lettre d'accompagnement, le statement of work, les documents spécifiques de l'appel, le projet de contrat, aussi les conditions particulières. Dans les conditions particulières, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en annexe, vous avez les critères d'évaluation, les templates que vous devez utiliser pour répondre à l'appel à projet que vous avez identifié comme étant pertinent, les PSS forms, on en verra juste après, qui sont les documents un peu plus financiers ou structurants qui sont demandés par l'ESA. Donc tous ces éléments-là sont disponibles dès que l'appel est dans l'Open Invitation to Tender. Et vous avez encore une fois l'expression of interest que vous pouvez consulter ou pour lequel vous pouvez exprimer une intention de candidater. Dans les deux cas, dans le cas où vous voulez juste consulter qui est intéressé, vous verrez la liste des partenaires intéressés, sur quelle thématique le cas échéant ils se positionnent et quelle est leur position par rapport à un consortium éventuel. Et vous pouvez encore exprimer votre intérêt par rapport à l'appel si vous ne l'avez pas fait précédemment. Tu peux passer à la slide suivante, Nicolas. Donc là, cette slide-là, elle est pour parler aussi des autres outils. En plus de pouvoir consulter les appels à projets ouverts ou en cours de préparation, vous pouvez aussi gérer des notifications par email. Donc là, il y a tout un tas d'outils de configuration possible pour vous permettre d'avoir des notifications, notamment si vous avez identifié des appels qui vous intéressent. Vous pouvez aussi, sur des critères particuliers, demander une veille mail des appels à projets, comme le critère de prix, les topic areas qui vous intéresseraient, la date de clôture maximum, certains éléments comme ça. Il y a un autre élément qui est assez bien fait, c'est le formulaire de recherche, parce qu'il y a plus d'une dizaine de critères de recherche. Vous pouvez vraiment affiner les conditions de recherche. Ça va de
des domaines spécifiques aux sous-thématiques que vous pouvez adresser, jusqu'à juste une date d'ouverture, une date de clôture, le type de financement que vous voulez avoir. Donc ces deux outils-là permettent vraiment d'aller au cœur de la matrice de l'EMIT et d'identifier plus facilement les appels à projets. Parce que si vous allez voir dans quelques temps la plateforme EMIT, si vous avez fait l'enregistrement ESASTAR, il y a vraiment beaucoup de lignes, beaucoup d'appels en cours ou ouverts. Et sans l'outil de recherche, c'est assez difficile de trouver les appels à projets pertinents. Et enfin, dans le cadre de la préparation de réponses à l'appel à projet, il y a une section qui est assez intéressante, qui est Reference Documents, dans lequel on trouve tout un tas de documents comme les canevas pour remplir un appel à projet, notamment les formulaires financiers ou les formulaires qui permettent de d'écrire un work package. Ça, c'est ce qu'on appelle les PSS forms. On en parle juste un petit peu dans la slide suivante. On ne va pas vous assommer avec ça, mais c'est pour que vous sachiez qu'il y a des éléments très particuliers qui sont demandés par l'ESA, qui sont des annexes. Je peux passer à la slide suivante, qui sont des annexes fréquemment demandés, notamment certains PSS forms, on vous les a mentionnés ici, qui sont des critères, en gros, la bonne complétion de ces documents-là sont des critères d'éligibilité dans l'appel. Donc il faut pas les traiter au dernier moment, il faut les compléter entièrement, il faut être attentif à ce qui est attendu. Il y a un guide du bon usage des PSS forms qui explique ce qui est attendu dans chaque section. En gros, 95% des éléments relatifs au PSS form sont des éléments financiers sur lesquels vous allez devoir expliquer votre structure de coût, votre structure de dépenses, comment s'organisent vos overheads, comment s'organisent vos hommes-mois par work package. Et il y a aussi un document qui est relatif à la description de chaque work package dans votre projet. Donc ces éléments-là sont à maîtriser un tout petit peu pour pouvoir répondre à un appel à projet de l'ESA. Je peux passer à celle d'après. Donc là, c'est un petit peu le contenu de la réponse à l'appel à projet tel qu'attendu. Il y a toujours, alors il peut y arriver aujourd'hui d'avoir des pré-propositions avec ce qu'ils appellent les APQ et des tests d'éligibilité ou des tests de pertinence de réponse à projet, mais appel à projet, mais en général, que cet APQ existe ou pas, il y aura toujours ces éléments-là à compléter. Dans une full proposal, il faudra faire une cover letter. Ensuite, il faudra être capable de compléter un document technique avec la description du projet, les contraintes, les verrous, les tâches, les délivrables, enfin tout ce qu'on trouve dans une réponse à appel à projet classique, les spécifications techniques auxquelles vous pouvez répondre. Donc là, il faut être attentif à bien répondre à l'ensemble du cahier des charges tel qu'il est listé dans le OpenITT. Parce que c'est un des éléments critiques de la réponse à appel à projet. Donc toute la partie de gauche que vous voyez sur les slides, c'est vraiment les éléments relatifs à votre projet. Dans la cover letter, il faut aussi un petit peu préciser quelle est la plus-value de votre projet par rapport à l'OpenITT. On y reviendra juste après, mais l'ESA aime bien qu'on le challenge sur le cahier des charges. Même s'il y a des prérequis, il faut être capable de critiquer un petit peu ce dernier. Donc les autres éléments, c'est les éléments plus contractuels où il y a le modèle de contrat qui est d'ores et déjà à soumettre au moment de la soumission du projet. Il y a des éléments très administratifs pour que l'engagement soit sécurisé de la part de l'entité qui candidate. Et du coup, là, ça résume un petit peu tout ce que vous devez faire sur la première partie. Là, le premier bloc, c'est un résumé de tout ce qui doit être fait pour répondre à un appel à projet. Et la partie d'en dessous, c'est vraiment pour rappeler qu'il faut répondre à tous les aspects de ce qui est demandé par l'ESA dans le RFP, c'est-à-dire dans la proposition. Il faut bien lire toutes les clauses principales, toutes les clauses spéciales, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le prendre comme une checklist et regarder si on a bien répondu à toutes les questions et si on a bien rajouté tous les documents nécessaires. Il peut y avoir, par exemple, dans certains appels à projets, une validation de chaque État membre. Donc, quand vous faites un consortium, donc vous avez 3 États membres impliqués, récupérer, enfin, il aurait fallu déjà discuter avec chaque État membre et chaque établissement qui gère la part de chaque État membre. Pour la France, c'est le CNES. Et il faut être capable de soumettre le courrier de soutien des établissements de chaque partenaire, enfin, des établissements des États membres de chaque partenaire pour pouvoir candidater. Donc c'est des éléments qu'il faut anticiper. Et l'autre point assez important,
c'est qu'il faut être critique par rapport à l'ITT, c'est-à-dire il faut bien démontrer que vous avez une plus-value par rapport à ce qui est demandé, que vous avez un regard critique technique sur la demande de l'ESA. Bien l'argumenter, bien sûr, parce que venir critiquer un cahier des charges, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est quelque chose qui est vraiment attendu par l'ESA, d'être un peu challengé sur cet aspect-là. Du coup, là, on résume un petit peu dans cette slide les différents outils. Donc, c'est les liens que vous aurez pour aller sur le site de l'ESA-STAR, pour aller sur le site de l'EMIT et s'identifier. On rappelle que c'est via l'EMIT que vous pouvez faire votre expression d'intérêt, que vous pouvez contacter les différents partenaires identifiés directement via EMIT. Donc, quand vous allez dans Express of Interest ou dans les établissements, vous pouvez avoir accès aux coordonnées des personnes qui vous intéressent. Et c'est via toutes ces plateformes qu'il faut que vous pouvez répondre aux différents appels à projets. J'espère que je ne suis pas allé trop vite sur cette section, mais on essaye de laisser du temps pour les questions de toute façon en fin de présentation. Oui. Oui, merci Laurent. Bonjour à tous, Nicolas Loué. Donc peut-être pour compléter, faire la transition avec la troisième et dernière partie, effectivement, pour boucler la boucle, une fois qu'on a, on va dire, validé notre proposals et tous les documents associés, comme le disait Laurent, on dépose sur ce qui s'appelle le ESA-STAR Tendering, qui est simplement une plateforme pour uploader l'ensemble des éléments, en sachant que l'ESA est un peu en période de transition sur la partie soumission électronique. Il demande toujours quelques exemplaires papier en parallèle pour sécuriser. Nous, on a dû envoyer par papier sur les derniers, par exemple. Ensuite, la troisième et dernière partie qui se veut plus une ouverture, c'est que, en gros, nous, on voudrait appuyer sur le fait que l'Agence spatiale européenne s'adresse aussi bien aux acteurs du spatial que du non spatial. On a pu le voir, il y a une vraie ouverture vers ce qu'ils appellent les applications spatiales via des programmes tels que les Business Applications, les programmes de transfert de technologie, le ESA SME Office, où les uns essayent aussi en parallèle d'adapter des démarches d'open innovation, en parallèle de transfert de technologie où on utilise des technologies spatiales vers d'autres secteurs. Elle est aussi consciente que voilà, le space est un secteur en mutation qui est en train un petit peu d'être bouleversé par tout ce qui est l'industrie 4.0. C'est pour ça qu'on parle de New Space et de Space 4.0. Et les uns, c'est doté un peu de capacités et d'outils pour être un petit peu plus flexible et préqualifier, commencer à travailler avec des solutions qui n'ont pas du tout d'heures de vol au compteur ou qui n'ont pas du tout été qualifiées spatiales, entre guillemets. Donc voilà, une ouverture au niveau de l'innovation et des business applications. Et on voulait vous présenter 3 programmes complémentaires à ce qu'on vient de vous présenter, ou même si les règles de soumission sont légèrement différentes, le processus global est similaire. Alors, le premier, comme le disait Benoît en introduction, c'est le ESA SME Office, donc pour lequel on est représentant national en tant que point de contact. Le ESA SME Office, c'est un office créé par la politique industrielle de l'ESA qui vise à apporter voilà, justement du soutien, formation, communication, brainstorming aux PME européennes pour dégrossir un petit peu le paysage parfois opaque de l'ESA, qui est quand même une grosse machinerie administrative et qui peut être difficile à comprendre. Donc, pour réduire ces barrières à l'entrée et faciliter, on va dire, la participation des PME aux appels à projets de l'ESA, ils ont créé donc ce programme SME Office avec des points de contact nationaux pour assurer le relais. Donc, c'est vrai que nous, dans nos actions opérationnelles, en parallèle de ce webinaire ou on va dire de petits supports sur des questions qu'on a pu nous soumettre, on est chargé de partager tous les contenus de formation. Laurent a présenté par exemple le guide méthodologique pour remplir les PSS. Et on va dire, les PSS entre nous, c'est un peu le baptême du feu pour répondre à un appel d'offres de l'ESA. Il faut s'y mettre dedans une première fois, mais c'est pas si simple. On fait aussi la promotion des training courses de l'ESA où, avant la période du Covid, et certainement ça va reprendre, mais pendant 2 à 3 jours, l'ESA organise des workshops gratuits pendant 2-3 jours où l'objectif est de répondre
on va dire, participer à une simulation de réponse à un appel d'offres avec des participants de l'Europe entière et de voir tout le process justement du challenge, du cahier des charges, à la réponse, au PSS, et en plus d'assister à ce qu'ils appellent un jury, un Tender Evaluation Board virtuel, pour voir justement quels sont les critères, quels sont les points qui sont regardés. Et ça prend du temps, mais c'est assez formateur pour ceux qui veulent, on va dire, investir dans la durée sur les réponses aux propositions de l'ESA. Donc voilà, tout un ensemble de mesures, et effectivement le ESA SME Office est le pilote majeur de l'événement ESA Industry Space Days, qui a lieu en général autour de septembre à l'ESTEC aux Pays-Bas, et qui justement vise à regrouper tout type d'acteurs du spatial ou du non spatial pour favoriser un petit peu les collaborations entre acteurs du spatial et du non spatial, ou space to space. Ensuite, un autre programme qui va un petit peu dans cette approche, c'est ce qui s'appelle l'ESA Space Solution, alors qui est en train un petit peu d'évoluer suite à quelques évolutions au niveau des directorates. Mais aujourd'hui, voilà, l'ESA Space Solution regroupe ce qu'ils appellent les Business Applications, les Business Incubation et le Technology Transfer, qui sont 3 sous-programmes de Space Solution qui visent en fait à favoriser l'utilisation de données spatiales ou de technologies spatiales pour développer des nouveaux services et produits, on va dire, pour d'autres applications. Donc les business applications, typiquement, travaillent sur des appels à projets comme les Kickstart Feasibility Studies ou des Demonstrator Projects qui visent justement à accompagner cette dynamique d'utilisation de technologies spatiales. Les business incubation, comme Maxime l'a présenté en introduction, c'est surtout un service d'accompagnement global pour, on va dire, créer une start-up basée sur cette approche d'utilisation de technologies ou d'applications spatiales. Et il y a, on va dire, le programme de technologie transfert dont on est le représentant français, effectivement, qui vise en fait à promouvoir et, on va dire, tout un tas de technologies, brevets, innovations, de laboratoires, de PME, de grands comptes du spatial, voire même de brevets de l'Agence spatiale européenne directement, qui sont ouverts pour une utilisation commerciale à des conditions, on va dire, de licensing plutôt avantageuses. Et nous, on se charge de faire la passerelle entre, on va dire, cette interface très technique des technologies spatiales et, on va dire, des applications industrielles concrètes hors du spatial pour de nouveaux projets de R&D. Et donc, c'est un accompagnement de promotion, de marketing, de diffusion auprès d'un réseau industriel assez large en Europe, et aussi un petit peu financier avec des enveloppes de l'ESA ponctuelles qui servent à financer des démonstrateurs. Et enfin, ça c'est tout nouveau, ça a été implémenté l'année dernière, c'est l'ESA Open Innovation Platform, OSIP, qui révolutionne un petit peu la manière dont l'ESA fonctionnait jusqu'à présent, avec, on va dire, une interface assez souple qui permet en fait aux directeurs techniques, directeurs scientifiques de l'ESA de soumettre des challenges techniques par rapport à leurs problématiques, et à la communauté qui est assez ouverte de soumettre des idées ou des projets de technologie, ou voilà, un petit peu comme une plateforme d'open innovation. Et l'objectif derrière pour l'ESA, c'est préidentifier des technologies qui ne sont pas forcément qualifiées pour le spatial, ou même de trouver des nouvelles approches originales par rapport à leur plan de développement. Et derrière, c'est un vrai outil pour eux pour financer ce qu'ils appellent des Kickstart Activities, où voilà, on va pitcher l'idée devant le jury d'experts, et si c'est retenu, il y a des financements dédiés qui permettent de lancer des premières collaborations avec l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, c'est un outil qui est en train de se mettre en place. Là, on a mis quelques exemples de campagnes qui ont été lancées par différentes personnes de l'ESA, et justement où la communauté est invitée à répondre, à soumettre des idées. Ça n'a pas forcément besoin d'être très détaillé sur cette plateforme, mais vraiment de lancer des collaborations avec d'autres types d'acteurs d'une autre manière que ce qui se faisait avant.
Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous les participants. Merci à Maxime et Pierre pour l'organisation de ce webinaire et merci à Laurent et Benoît pour leur intervention. Donc là, on s'est laissé volontairement, vu le nombre de participants, un certain temps pour des questions-réponses. Ce qu'on vous propose, vu qu'on est assez nombreux, c'est qu'on fonctionne par questions écrites dans le chatter où on lira et on essaiera d'y répondre voilà, au fil de l'eau. Maxime, si tu veux compléter. Merci beaucoup et merci messieurs pour cette présentation claire et vous êtes exactement dans les temps puisqu'il est 40. On a déjà des questions. Je vous invite de nouveau donc à poser vos questions pendant qu'on y répond là donc dans le chat. On a déjà 4 questions. Donc on va procéder par question-réponse. On a une première question, de Nicolas Zerbib qui demande qui au sein d'une entreprise peut soumettre une notification d'email au niveau de l'EMITS, uniquement la personne de contact ou une autre personne. Normalement, quand on s'inscrit sur Emits, on a un ESA Bidder, un ESA Bid Responsible. Donc, normalement, c'est lui qui reçoit en priorité les notifications sur Emits. Typiquement, nous, au sein d'Inextinso Innovation, c'est que Benoît, qui est l'ESA Bidder représentant, qui reçoit ces notifications. Après, on peut rajouter des contacts. Et normalement, ces contacts-là pourront récupérer les mêmes informations que celles qui sont programmées par le leader dans ESA Star. Donc, il faut que le leader dans ESA Star ensuite rajoute. Il y a Add New Contact dans la partie relative à l'établissement. Il peut rajouter des adresses mail pour avoir la notification. Après, pour avoir accès à Emit, ça reste aujourd'hui en tout cas, mais la plateforme est en train d'évoluer. Pour avoir accès à Emit, ça reste le lead qui peut avoir cet accès-là. Et comme l'a dit Nicolas, on le partage, nous on le partage au sein de l'organisation pour aller consulter les appels à projets en proprement parler. Super, merci pour cette réponse. Ça répond. Oui, très bien. On en a d'autres en fait, et il y en a d'autres qui arrivent, donc c'est super. Alors, on a Marion Combre qui nous demande s'il y a moyen d'avoir connaissance des thématiques ouvertes, donc même sans avoir trop de détails, sans avoir fait tout le processus des Astars. Alors normalement non, sauf si vous demandez à quelqu'un comme nous de regarder rapidement ce qui sort en ce moment. Après, comme le disait Benoît dans l'introduction, il faut savoir que l'ESA est vraiment multi-technologique, multi-applicatif. Donc c'est très facile de s'y perdre. Donc c'est beaucoup plus efficace de faire une recherche, on va dire par mots-clés ou plus ou moins précise par domaine technologique pour voir ce qui sort que de regarder quels sont les types de thématiques. Parce que là on peut faire une liste, ça sort ça sort sur tout, hein, ça sort sur les télécoms, sur les matériaux, sur les antennes. La liste est un peu infinie. Après, pour répondre à Marion, le processus d'enregistrement en ligne est assez simple pour la partie light en tout cas. Ouais. Donc, il n'est pas hyper contraignant. Et ensuite, ça permet vraiment d'affiner une recherche en fonction de certains mots-clés ou sur certaines thématiques assez précisément. Suivant la chimie, les matériaux, des choses comme ça, on est sur un niveau assez fin d'analyse et de recherche. Par contre, on peut très bien aussi aller regarder les grandes lignes sur les sites de l'ESA. Ils ont mis en place des nouveaux outils, des nouveaux sites, Business with ESA, des choses comme ça. Mais le problème, c'est qu'on a une vue très macro. Et aujourd'hui, on n'est pas capable, via ces sites web-là, de savoir si la thématique en question pourrait être adressée par tel ou tel outil de financement. Ouais. Donc, notre meilleur conseil, effectivement, c'est de s'inscrire sur ESA Star, qui, au niveau du processus light d'enregistrement, n'est pas si compliqué. Et pour rebondir sur ce que vous dites, messieurs, moi c'est une réponse que je donne souvent aux incubés, c'est que en effet, des co-ESA, il y en a des dizaines, voire des centaines, donc c'est aussi à vous de faire un peu du push et de rentrer par exemple en contact avec nous, ou ça peut être avec vous, messieurs d'Inextinso, mais en tout cas, nous, on peut pas renseigner tous les incubés sur exactement le type de call qui est
compatible avec leur domaine d'activité. En revanche, s'ils nous demandent, on peut faire des études au cas par cas. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez venir avec une demande particulière. Nous, on est dans ce domaine et puis on peut avoir des outils pour investiguer pour vous un petit peu. Voilà. Au-delà du domaine en particulier, c'est aussi si vous êtes capable de d'ores et déjà identifier votre besoin de financement. Est-ce qu'il est sur une preuve de concept? Est-ce qu'il est sur un développement techno à proprement parler? Des choses comme ça, on est à ce niveau-là, on est capable de savoir s'il y a des outils ou pas dédiés. Mmh. Très bien. On a une autre question. Alors, on a Damien Serret qui nous demande tout d'abord si toutes les formations pour les SME, donc pour les PME, se déroulent à l'ESTEC ou s'il y a des formations autre part sur le territoire européen ou national. Alors, ça peut arriver qu'il y ait, que ça soit en ligne. Je sais même que il s'arrange des fois pour qu'il y ait retransmission en live sous forme de séminaires en ligne, certains events. Mais c'est vrai que les workshops physiques sont quasiment tous à l'ESTEC. Il y a quelques workshops qui peuvent se faire en visio, mais autrement, c'est pas sur les autres sites de l'ESA. Il y a le programme détaillé des formations à venir. Bon, j'imagine que le programme a été un peu chamboulé, mais sur le site du ESA SME Office, il y a le site de toutes les formations à venir avec les lieux et les dates. On a une autre question, toujours de Damien, qui demande des précisions sur les ITT Expo. Alors, on va peut-être pas passer beaucoup de temps parce que j'ai vu, je sais pas si vous avez vision sur les questions, messieurs, mais il y en a beaucoup là. Je pense qu'on a une vingtaine de questions. J'ai pas de vision sur les questions. Je pense qu'on a une quinzaine ou une vingtaine de questions. Faire court. Okay. Mais si vous avez des précisions, ou alors on passe à autre chose. Alors, les Expro, alors je connais bien les Expro Plus, mais en fait, les Expro, ça veut dire Express Procurement. Donc, ça se veut être pour ceux qui ont répondu à des demonstrator calls ou aux feasibility studies, là, qui sont des appels à projets qui sont sortis en début d'année, ça se veut des appels à projets relativement simplifiés avec une dizaine, voire une vingtaine de pages, plus, on va dire, des règlements de participation qui sont assez simples, plus des PSS aussi, on n'en a que 1 ou 2 à remplir. Donc, c'est juste une manière assez particulière de procurement qui est souvent, on va dire, en phase de budget relativement moins important. Super, merci. Merci Nicolas. Alors, bon, on a une question qui est comment s'inscrire sur la plateforme. Moi, ça me paraît pas très compliqué, mais peut-être que tu as des précisions à donner là-dessus, Nicolas, sur comment s'inscrire. Et commencer par ESAStar pour faire une new registration sur le site de ESAStar. On complète le formulaire en processus light. On va récupérer un ESA Bidder Code et des identifiants mots de passe pour ESAStar et pour EMIT. Et derrière, après, on a l'accès à EMIT. Et après, on les garde surtout. C'est vrai que c'est le processus d'avoir les identifiants EMIT, c'est un peu compliqué au début, mais une fois qu'on les a, voilà, on se pose plus la question. C'est ça. Donc ça, j'ai répondu. On a plusieurs questions statistiques. Alors n'hésitez pas à voter en touche, messieurs, si vous n'avez pas les statistiques exactes. Mais on a une question, par exemple, de Laurent Labracherie qui demande si vous avez des statistiques sur les AAP. Donc les chances de gain, le nombre de proposals par call. Moi, je pense que c'est très variable, mais est-ce que vous avez un peu des stats? Ah ouais, là c'est assez compliqué. C'est bien ce qu'il me semble. Parce que faut dire que c'est très variable. Au niveau comparaison, c'est mieux qu'à Ginvin dans ma tête, mais peut-être que je me trompe, Nico. Oui, c'est un petit peu moins concurrentiel que les appels à projets Horizon 2020 ou des choses comme qui sont plus répandues, mais après j'ai pas de chiffres exacts. Hein. Oui, moi je sais par exemple que tout dépend si c'est une thématique nouvelle, une thématique très 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 spécifique avec des consortiums et des primes à monter, ou si c'est plutôt l'expro justement. L'expro en général, on a plus de participants. Je sais que sur le dernier démonstrator call, il y a eu plus d'une cinquantaine de propositions pour voilà, une dizaine retenues. Donc voilà, c'est mieux qu'à G20, mais c'est très variable. On ne peut pas donner de statistiques comme ça. Oui. On a aussi une autre question un petit peu
un petit peu de chiffres d'Asia Asia qui nous demande combien de proposals sont fondés chaque année par l'ESA, par exemple en France. Ça, c'est pareil, hein. Je pense que c'est une question qui est très large, hein. Mais est-ce que vous avez des idées du nombre de propositions qui sont fondées par l'ESA? Non, on n'a pas la vision. Je sais qu'on a le GeoReturn, comme disait Benoît, qui joue pas mal, qui permet justement à l'ESA de placer des contrats avec des entités françaises. Mhm. Mais le nombre et la proportion par rapport au niveau européen, on n'a pas les stats. D'accord, très bien. Alors, on a pas mal de questions. Pouvons-nous recevoir le PPT? Alors, sachez que vous allez recevoir tous les inscrits, non seulement le PowerPoint, mais aussi le lien de la vidéo de ce webinaire. Donc, si vous voulez revoir des extraits ou les partager, etc., des personnes qui n'ont pas pu y assister, il n'y a pas de souci, on envoie tout. Voilà, le GoToWebinar est fait pour ça, hein, donc tout est enregistré là. Et on vous enverra aussi donc le PPT en format PDF par mail. Donc, pas de souci à ce sujet. Alors, date prévisionnelle des prochains workshops, présentation à distance sur les RAO ESA. Donc c'est Olivier Marty qui nous demande ça. Alors, j'ai pas compris sur les dates des prochains workshops. Ouais, les dates prévisionnelles des prochains workshops, présentiels ou distance sur les RAO ESA. Ouais. Eh ben ça, j'ai pas regardé avant de me connecter. Il faut regarder sur le site ESA SME Office Training Courses. On va essayer de regarder en même temps qu'on répond aux autres questions. On va essayer de Ok. regarder là. On pourra peut-être répondre à la question tout à l'heure. Alors on a une question de Grégory, après d'elle qu'on connaît bien. Pouvez-vous vous rappeler comment on sait s'il faut passer ou pas par le CNES pour répondre à un appel? Alors, ça c'est une bonne question. C'est notamment lié à ce qu'on disait tout au début sur les programmes obligatoires des programmes optionnels. Les programmes optionnels, si je fais l'exemple d'un programme optionnel comme les Business Applications, il faut obtenir ce qu'on appelle une lettre de soutien de la délégation nationale et qui, ben, entre autres, ici, est le CNES. Donc, de mémoire, c'est Jacques B.A.S. Garcia sur les Business Applications, par exemple, où il faut pitcher le projet avec une concept note ou un premier jet de la proposition. Ça passe, j'imagine, en comité de sélection au sein du CNES qui va donner ou non une lettre de soutien. Et ensuite, fort de cette lettre de soutien et ce go de la délégation nationale, on peut candidater. Et c'est pour ça que c'est important de regarder sur Emits. Souvent, ils disent cet appel à projet a été validé par les États suivants, où ils listent les pays qui ont accepté de contribuer en financement sur cet appel à projet. Et ils disent justement contacter votre national delegate. Autrement, sur d'autres types de programmes qui sont plutôt de l'ordre de l'obligatoire, il n'y a pas obligation de contacter le CNES, le National Delegate. Très bien, c'est clair. J'ai une autre question. Est-ce que Inextenso travaille avec tous les ESABIC de France ou uniquement celui de ESABIC Sud? Donc, sachant que euh, c'est effectivement un webinaire d'ESABIC Sud France et tous les ESABIC, pour préciser, il y a aussi ESABIC Nord France, hein, il n'y en a pas des Ouais. milliers. Ouais. Ben, la réponse est oui. On travaille étroitement aussi avec les ESABIC Nord France, avec des actions un petit peu d'aide à la promotion du dispositif, l'identification de startups pouvant candidater au dispositif et même l'aide à l'intégration de technologies spatiales pour des startups qui sont intéressées par le dispositif mais qui n'ont pas d'héritage spatial, qui est une des conditions prioritaires pour intégrer le dispositif, où là, on va chercher des technologies, on va dire, faciles et rapides à intégrer pour devenir éligible. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, c'est vrai que là, par exemple, pour le Sud, c'est bien arrangeant puisque le réseau de Inextenso, en fait, est aussi un peu calé avec les villes du réseau ZEP Sud France. Donc, ça nous permet, en cas d'événementiel, en fait, de toujours faire participer Inextenso à nos événements. Donc, c'est plutôt pas mal qu'on ait un peu le même déploiement sur le territoire.
Oui. Et puis c'est vrai que sur nos missions opérationnelles, comme le disait Benoît en introduction, sur les aspects marketing, financement d'innovation, leviers fiscaux, on est amené à intervenir très régulièrement avec des incubés de tous les incubateurs de l'ESABIC Sud-France ou Nord-de-France. Donc on est assez déployé au niveau national. Alors, j'ai peut-être une demi-réponse par rapport à la question de tout à l'heure sur les workshops. Moi, ce que j'ai regardé en parallèle, c'est les ESA Industry Space Days. Je ne sais pas si on parlait bien de ça, mais en tout cas, moi, j'ai les réponses pour les ESA Industry Space Days. Il y en a un le 16 et 17 septembre de cette année et ce sera en ligne. Donc Ouais, après, il faut ouais. regarder sur le site, sur la plateforme. Mais voilà, donc notez bien 16 et 17 septembre. Alors ça, c'est pas les training courses, mais c'est Ouais, tu peux effectivement l'événement de B2B meetings de l'ESA. Là, j'ai mon collègue Pierre qui est en train de regarder, de chercher toutes les dates en parallèle, donc on aura peut-être plus de précision tout à l'heure. Ouais. Alors moi j'ai une autre question de Stéphane Bénard qui nous dit dans le programme OSIP, est-ce que des sujets en dehors des thématiques proposées sont considérés? Comme c'est assez récent, on n'a pas encore beaucoup de retours d'expérience, mais je sais qu'il y a une rubrique qui s'appelle Campaigns, qui justement fonctionne un petit peu en expression de besoin des directions techniques de l'ESA, où ils donnent une sorte de challenge où on peut y répondre avec une idée. Mais de mémoire, il y a aussi une rubrique qui s'appelle IDs, où là, on peut soumettre une idée comme ça. Qui est évalué pas au regard d'un challenge spécifique, mais qui est plus évalué comme ça de manière très amont sur l'ensemble des différentes problématiques. On a aussi une question d'Edgar qui nous dit, qui vous demande si vous pouvez indiquer un exemple concret où vous avez accompagné de la soumission jusqu'à la réalisation de projet en précisant les interactions avec les différents référents et la validation des livrables. Alors ça a été plutôt, par exemple, pour Tech2Market à l'époque, où là, l'objectif, ça a été justement de contractualiser avec l'ESA sur un aspect plus de transfert de technologie, où là, tout a été fait on va dire, de la compréhension du besoin avec le technical officer, de la rédaction technique et méthodologique de l'offre, où on avait pas mal challengé justement le cahier des charges en disant voilà la réalité du transfert, comment ça se passe réellement, les points de vigilance. Et on avait vraiment travaillé là-dessus sur notre proposition méthodologique pour répondre on va dire, à cette vraie réalité métier, notre expérience. On avait rempli les PSS, on avait soumis, on avait participé aux réunions justement de négociation jusqu'au closing. Merci pour ta réponse encore, Nicolas. Alors, on a Et un encore. autre exemple peut-être qui est peut-être plus récent, c'est sur les Expro Plus, où effectivement on a accompagné des sociétés toulousaines sur la réponse au démonstrator call de l'année dernière, justement sur l'aide on avait plus fait un format de coaching plutôt qu'une aide au montage complet. On avait fait un format de coaching justement pour consolider et répondre on va dire répondre à l'appel à projet sur démonstrateur. On a une autre question, on a une question de Béatrice Rivalier qui nous demande, donc pour moi une question encore très très large, qui nous demande comment sont financés les projets ESA, assiette, taux de subvention, modalité. Bon, ça, je pense que ça dépend énormément du type de call. Oui, complètement. Encore une fois, c'est variable si on est sur un budget obligatoire ou sur un budget optionnel. Les différents directorates attribuent des taux de financement variables. Par exemple, de mémoire, sur les business applications, on est sur des 60 à 80% en subvention. D'autres sont financés à 100% selon les programmes. Donc, il n'y a pas de réalité, on va dire, statistique là-dessus. C'est vraiment chaque programme, chaque call spécifique. C'est indiqué dans les éléments du Thunders. On a Monique Melly qui nous demande si les appels à projets de l'ESA sont ouverts pour les pays hors Europe.
Alors ça, c'est une bonne question. Je sais que sur certains appels à projets, quand je disais tout à l'heure, ils listent les pays qui peuvent candidater. L'ESA, en fait, a des member states, donc qui sont des pays européens, mais a aussi comme ce qu'ils appellent ça, des pays partenaires, des pays participants. Je crois que la Turquie ou Israël, par exemple, peuvent participer, ou certains pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud de mémoire. Donc, il y a des calls qui sont ouverts à d'autres pays que l'Europe, oui. Très bien. Alors, on a Damien Serret qui nous demande si c'est possible de contacter, donc de vous contacter Inextenso pour avoir un conseil pour les montages de réponses. Avez-vous une délégation de la part de l'ESA pour cet accompagnement? Alors, nous, on a une délégation pour un premier niveau, on va dire, d'information, c'est-à-dire donner des webinars ou des informations assez généralistes en surface, comme on a pu le faire aujourd'hui pour expliquer le process ou pour répondre à une ou deux questions. Mais c'est vrai que tout le processus de montage, que ça soit en coaching ou en accompagnement complet, là, l'ESA ne nous finance pas sur ça, donc c'est des prestations dédiées, un petit peu comme ce qu'on peut faire sur les leviers de financement type BPI, région ou H2020. C'est très clair. On a encore une question. Alors, on arrive à la fin des questions. S'il y en a qui n'ont pas posé leurs questions, n'hésitez pas, hein. On a encore une minute ou deux pour y répondre. Donc, n'hésitez pas. On a Yves Henry qui nous dit que lorsqu'on soumet une idée, est-ce qu'on peut considérer qu'elle a été traitée comme confidentielle par l'ESA? Très bonne question, ça, histoire de confidentialité. Alors, sur OZIP, je dirais que non, parce que il y a un chat, il y a un historique de discussion et de configuration qui est visible. Donc, je sais que sur les discussions du chat, moi, je peux voir tout l'historique et les réponses même des personnes de l'ESA. Après, sur le processus de soumission de l'idée ou de réponse à un challenge technique, là, effectivement, on passe sur une interface sécurisée. Il y a deux niveaux en fait d'échange. On a une nouvelle question de Monique Melly qui nous dit comment y accéder pour les appels hors Europe? Comment accéder à ces appels? Bah, justement, pour rebondir sur ta réponse, Nicolas, pour les pays hors Europe, je pense que c'est le même processus. Alors, je pense que sur Emits, on peut filtrer par pays. Mhm, C'est vrai que ça fait, on n'a jamais fait de notre côté. mhm. Je pense qu'il faut filtrer par pays sur Emits, avec tous les outils justement d'affinage de la recherche. On a une question de Katerina. Alors, je pense que la question, elle a été mal construite, mais je vais essayer de la recorriger et on va voir ce que ça donne. Qui nous dit est-ce qu'il faut passer par un processus de qualification fournisseur avant d'avoir accès et participer aux appels à projets? Si on parle d'heures de vol ou de la qualification spatiale, j'ai envie de dire que c'était un petit peu la voie pour accéder aux appels à projets de l'ESA il y a encore quelques années, où voilà, on était un peu dans le cercle vicieux. J'ai envie de travailler avec l'ESA, mais j'ai jamais qualifié mes composants. Mais si jamais j'essaye pas la première fois, bah, je les qualifierai jamais. Là, comme je le disais, l'ESA est un peu en train de s'ouvrir sur une démarche un peu plus de Space 4.0, à intégrer des technologies comme la fabrication additive ou des nouvelles technologies de fabrication ou de traitement de la data, qui, il y a quelques années encore auparavant, auraient été beaucoup plus compliquées. Donc voilà, c'est, on va dire, en train de basculer. Super, merci beaucoup pour cette dernière réponse. Nicolas, on va s'arrêter là pour les questions-réponses. De toute façon, il n'y en a pas de Ouais. nouvelles qui arrivent. Et puis, on a répondu à un certain nombre, une quinzaine de questions. Merci à vous tous d'avoir été connectés. On avait pratiquement 70 personnes tout le long, donc c'est une bonne chose. On va en faire de nouveau, donc des webinaires. Le prochain, la date n'est pas calée encore, mais normalement, ce sera à peu près un par mois. Donc, comptez début juillet un nouveau webinaire de Les Habitudes France. Ils seront publics à partir de maintenant, donc vous y aurez accès. Normalement, vous êtes déjà soit dans le mailing, soit abonné à nos réseaux sociaux, donc vous les verrez apparaître. Euh, alors, je tiens à dire de nouveau que nous, les Habitudes France, vous pouvez, n'hésitez pas à nous contacter, surtout si vous avez une entreprise qui a un lien avec le spatial et que vous vous demandez est-ce que
on peut vous aider, est-ce qu'on peut répondre à vos questions, est-ce qu'on peut envisager une incubation, n'hésitez pas à me contacter pour ça. Vous pouvez nous contacter déjà sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être déjà reçu le mailing dans lequel il y a mes coordonnées. Là, on va envoyer un email avec tous les participants et dedans, il y aura mes coordonnées, donc Maxime Laïc, Aerospace Valley, le PowerPoint, le lien de la présentation et bien sûr de nouveau les coordonnées de Nicolas, Benoît et Laurent. Vous pourrez contacter si vous êtes intéressé pour un accompagnement ou un suivi de Inextenso Innovation Croissance.